Bonsoir tout le monde. Merci à tous d'être avec nous pour ce nouveau webinaire qui traitera donc des médicaments et risques de dopage en cette nouvelle année 2021. On accueille avec nous ce soir Dr Yves Rossier, délégué vétérinaire officiel de la FEI, qui est également professeur en médecine sportive équine à l'Université de Montréal et président du Comité canadien de contrôle de médication. Bonsoir Dr Rossier. Bonsoir. Si vous voulez, on peut entamer la présentation de ce soir. Bon, je vois, on va commencer gentiment. Alors, bonsoir à tous. Il me fait très, très plaisir de vous voir, qu'on soit là ce soir. On devait être là en avril 2020 à Trois-Rivières. Malheureusement, là, tout le monde sait ce qui est arrivé. Alors maintenant, on est là chacun chez soi. J'aime toujours mieux faire ça en personne qu'en ligne, mais bon, je pense qu'on a un peu d'espoir de renouveau qui se présente à l'horizon avec les annonces de l'autre soir. Merci beaucoup d'être ici ce soir. Je pense qu'on a de la concurrence du hockey aussi, là. Je pense que si vous êtes là, c'est parce que vous êtes des amateurs et vous êtes fervents. Alors, merci. Je pense que c'est la présence. J'aime beaucoup donner la présentation de ce soir parce que, en fait, j'aimerais que ça soit plus que juste à propos de contrôle antidopage et de comment éviter un test positif. Oui, c'est des petits trucs, ça, c'est des connaissances techniques. Mais je pense que j'ai intitulé, on parle de médication et de sport juste. Et pour moi, c'est ça qui est important. C'est le concept de la médication juste. Et pour moi, c'est tellement évident quand si on perçoit euh, les sports, l'utilisation des animaux pour le sport, pour la culture, pour les arts cavaliers, bon, les spectacles. On est sous la loupe. Et moi, je le sens très bien chaque année. Là, je parle de sport équestre aux étudiants de médecine vétérinaire première année, puis ils me regardent, puis ils disent, oui, mais vous faites sauter des chevaux, est-ce que c'est correct? C'est pas juste pourquoi ils font ça. Alors, je pense qu'on a dans nos devoirs en tant qu'amateurs et amoureux de ce sport et des chevaux, de prouver que ce qu'on fait avec eux est juste, que ce soit la nourriture, la façon dont on les héberge, mais aussi la façon dont on les traite et la façon dont on s'occupe d'eux. Donc, c'est un peu le grand thème de la présentation de ce soir. Pour moi, c'est très important, cette idée-là de sport et de médication juste. Alors, puis on va parler un peu il y aura une partie introduction, on va parler ensuite du programme canadien, un petit détour sur le programme FEI et par la suite, là, un peu une période de discussion. Alors, j'ai à peu près pour une heure, un petit peu plus de présentation. Après, on aura notre période de questions et on va essayer de faire ça d'une traite. Là, ça ne devrait pas être trop difficile. Alors, je vais partager mon écran, puis Perrine, vous me dites si ça fonctionne bien. Alors, je pense que vous devriez voir mon écran présentation. Oui, c'est beau. Très bien. Alors, je vais allumer mon petit pointeur. Parfait. Et bon, ça, c'est mes trois outils là, que je vois puis que j'aime pas voir. Et dans le fond, ça reflète, puis j'ai compris avec les années de travailler avec des chevaux comme vétérinaire qu'il y a des gens qui viennent voir, oui, mais je comprends pas, il tire, la bouche dure, il veut plus avancer, je suis obligé, il refuse. Euh, et est-ce que c'est toujours, la question devient toujours, est-ce que c'est du comportement ou est-ce que c'est de la douleur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui le dérange? Donc, je pense qu'a priori, là, on comprend tous la définition du sport qui est un esprit sain dans un corps sain et que ça reflète le bien-être du cheval. Donc, on garde ça en tête et pour moi, c'est fascinant comme il y a des gens comme Cavalier qui sentent très rapidement s'il y a quelque chose qui ne va pas bien avec leur cheval, qui n'est pas normal avec leur cheval. Et si on regarde dans toutes les associations, dans toutes les juridictions sportives, le mot bien-être des chevaux revient partout, là, que ce soit FEI, Canada Équestre, que ce soit USEF, c'est dans les préambules, c'est dans toutes les associations doivent parler du bien-être des chevaux. Et ça, c'est facile, mais après ça, qu'est-ce qui devient la question, c'est qu'est-ce qui est bon pour nos chevaux, qu'est-ce qui est bon pour eux? Alors, on parle de bien-être, mais qu'est-ce qui est bon pour les chevaux?
Et j'aime toujours ces deux photos-là parce qu'on peut se dire, mes deux chevaux de derby d'attelage l'hiver, on peut penser, les gens pourraient dire, oh, c'est affreux, vous les emmenez dans du froid, mais moi, la photo, je regarde les chevaux trotter, je vois de l'énergie, je vois deux chevaux qui travaillent ensemble, ils sont contents, ils sont heureux, ils aiment ça. Nos chevaux qui vivent dehors, entre eux, qui ont leur vie de cheval social, là, de groupe, c'est sûr qu'ils sont probablement heureux, mais ils peuvent bouger, ils peuvent jouer, ils peuvent faire des choses. On a un cheval comme notre fabuleux, le grand X-Ted qui saute. Quand on voit une photo comme ça, probablement que c'était bon pour lui de sauter. On peut pas, c'était facile, c'était dans sa nature, dans ses gènes. Et donc, tout ça est reflété. Puis naturellement, l'élevage des chevaux, les jeunes poulains en liberté, tout ça, c'est bon pour eux. Je trouve ça, puis vous avez probablement vu ça, mais j'aime toujours la garder en tête. C'est les 5 libertés de Bradwell, qui était un entomologiste, quelqu'un qui étudiait le comportement des animaux en Angleterre et qui a défini 5 libertés, et disant que les animaux, tout animal, pour définir son bien-être, doit être exempt de faim et de soif, donc avoir de la nourriture, exempt d'inconfort, avoir accès à un abri et du repos. Puis celle-là est importante pour moi. Puis pour moi, c'est crucial. Pouvoir exprimer un comportement normal. Et il l'a défini en compagnie, en espace, en mouvement. Donc, de pouvoir, un comportement normal d'un cheval est de pouvoir bouger. Donc, le concept qu'un cheval ne serait heureux que s'il vit dans un box ou dans un pâturage à rien faire, pour moi, on peut le questionner. Exempt de peur et d'anxiété, ça c'est naturel. Donc, c'est ce qu'on fait avec nos règlements et nos surveillances, donc il n'y a pas d'abus. Et exempt de douleur et de blessures, avoir accès à des diagnostics et des soins et des traitements. Et donc, encore une fois, concept de médication juste, il faut qu'on s'occupe d'eux, il faut qu'il y ait des présences de soins pour assurer le bien-être. Ensuite, pour moi, c'est très important, chaque cheval n'est pas pareil. Alors, toutes les races ont une intelligence génétique différente. Si on demande à un Belge de trait de sauter, ce n'est pas dans son intelligence. X-Ted, c'était dans son intelligence. De la même façon, X-Ted, si on lui demandait de faire un concours de tirer de poids, peut-être qu'il n'aurait pas compris. Là. Donc, encore une fois, le bien-être va être reflété d'avoir peut-être le bon cheval avec la bonne intelligence génétique et le bon tempérament pour ce qu'on lui demande. Et il y en a plein de types. Là. Et la même chose, là, correspondant au type de cavalier, type d'entraîneur, circonstances des gens qui le montrent, qui s'en occupent. Donc, il y a beaucoup de flexibilité, mais il y a un ajustement individuel à faire qui doit correspondre entre les deux individus. La première ligne ici, pour moi, est toujours, puis je vais l'illustrer, le débit cardiaque maximal d'un thoroughbred de course, d'un galopeur qui fait le Kentucky Derby là, à pleine vitesse, est de 300 litres à la minute. Donc, c'est la quantité de sang qui est pompée par le cœur d'un thoroughbred qui peut être pompée qui peut être passé par le cœur du cheval en 1 minute. 300 litres. Donc, pensez à votre réservoir d'auto, là, c'est 80, 60, 80 litres, puis ça fait de l'essence, puis ça prend 4-5 minutes à passer. Là. Alors, le débit cardiaque des chevaux est extraordinairement élevé. En même temps, et ça se reflète ça par le VO2 max des chevaux, là, puis je ne me souviens jamais des unités, mais il est à 150, alors que les meilleurs, Usain Bolt, étaient à 80. Là. Donc, tous les chevaux ont une VO2 max sans entraînement, là, qui est naturellement le double des athlètes humains. Entre autres, à cause du débit cardiaque si élevé, donc capacité de transporter le sang, mais aussi d'être des dopeurs sanguins. Donc, vous savez que les chevaux ont une rate qui a des fibres musculaires et leur rate au repos est remplie de globules rouges qui, lors de l'exercice, va se contracter et doubler l'hématocrite, doubler le degré de globules rouges dans le sang. Alors, ce qui fait que la capacité du sang des chevaux à transporter de l'oxygène est super élevée. Fréquence cardiaque, l'étendue de la fréquence cardiaque des chevaux est une des plus grandes dans l'espèce, dans le règne animal. Alors, au repos, 28-36 jusqu'à 200 maximum
à plein exercice. Alors, un très bon athlète humain va être à 60, va monter à 160, 180, mais bon, c'est plus le chien, c'est moins grand. Donc, les chevaux ont une très grande capacité d'augmenter leur fréquence cardiaque. On n'y pense jamais si vous pensez à un cheval qui galope, sa foulée est liée à la respiration. Alors, quand il lève la tête et qu'il avance ses épaules, il inspire. Et quand il descend la tête et puis qu'il tape le sol avec ses antérieurs, il expire. Et ça donne naturellement tous les organes abdominaux, les viscères vont pousser contre le diaphragme, augmenter l'efficacité respiratoire. Alors, tout ça sont des adaptations. Les chevaux, mon point ici avec cette diapo-là, c'est que le cheval est une machine à VO2 max élevé. C'est une machine aérobique. Ils sont faits pour faire de l'exercice. Alors, c'est dans leur nature, que ce soit de tirer, de sauter, de courir, de faire des choses. Donc, ils ont une habilité naturelle. Maintenant, dans notre langage de tous les jours, puis je le vois beaucoup avec les étudiants à Saint-Hyacinthe, on a beaucoup d'étudiants qui viennent d'Europe et il y a de la confusion sur le mot dopage. J'aimerais que ce soit très clair que le mot dopage, pour moi, signifie une amélioration des performances au-delà des habilités normales. Alors, que ce soit par de la stimulation, une augmentation de la force et de la puissance, mais la deuxième ici, en sport équestre, est critique, la modification du comportement. Et ça devient un peu notre... puis on va revenir un petit peu plus tard. Donc, en Europe, je pense que dans certaines... puis il y a l'administration d'un médicament à un animal qui fait du sport devient du dopage. Mais ce n'est pas pour nous, peut-être en termes nord-américains ou anglo-saxons, on n'a pas tout à fait la même définition. Mais pour le besoin de notre discussion, dopage, c'est donc amélioration au-delà des habilités normales de l'individu. J'aimerais, on parlait des Jeux, on se prépare aux Jeux de Tokyo, une mauvaise phase des sports équestres aux Olympiques, qui a failli leur coûter leur place d'ailleurs, étaient les 5 chevaux qui ont testé positif lors des Jeux de Beijing à Hong Kong, où 5 chevaux ont testé positif, donc 4, dont 3 sauteurs à la capsacine, 1 sauteur à la nonivamide et 1 cheval de dressage au felbinate. Les 2 derniers étaient peut-être des incidents. Les 3 premiers, c'est intéressant de regarder ce scénario un peu plus près. Donc, je rappelle, la capsacine est un produit là, qui est un composant des piments rouges et qui a 3 effets, qui est très irritant lorsqu'on le met sur une muqueuse, qui a un certain effet analgésique par la suite, qui a un certain effet anti-inflammatoire et qui chauffe. Hein? On sait, si on met des piments rouges, ben, ça va chauffer. Et tout ça était dans ce produit, le Equiblock, puis si on regardait l'étiquette, ça disait que ça ne testait pas, mais bon, ça fait des tests positifs. Mais il y avait la capsacine était sur les produits interdits à cause de l'effet analgésique. Alors, si on prend de la capsacine, qu'on la frotte sur le pâturon d'un cheval au niveau des nerfs digitaux, là, qui sont ceux qu'on fait l'anesthésie locale pour les maladies naviculaires, par exemple, on va avoir un effet analgésique. Donc, il y a un effet sur la transmission nerveuse qui fait que le cheval va ressentir moins de douleur. Alors, quand tout ça est sorti, il y a eu des enquêtes, il y a eu des débats, pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé. Et dans le fond, c'est intéressant de voir, il y avait plusieurs scénarios possibles. Alors, celui des cavaliers des palefreniers a été de dire, on le mettait sur le dos des chevaux pour les réchauffer avant l'épreuve, pour avoir un effet de préparation musculaire, de chaleur au niveau du dos, de massage et si on sait que c'est irritant comme ça, c'est un peu drôle. Pour le côté de l'agence de réglementation, on peut se dire, qu'est-ce que c'est l'utilité? Qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que c'est du dopage en voulant irriter les membres des chevaux et faire l'hypersensibilisation, donc les rendre hypersensibles et modifier la performance? Ou est-ce que c'est une façon de diminuer de la douleur, donc d'avoir un effet analgésique et d'avoir un effet de médication là, pour essayer de les aider, pour contrôler une douleur? Donc, on avait
un produit et plusieurs scénarios possibles pour expliquer l'utilisation. Alors, je pense que tout le monde est conscient que le terme dopage est inacceptable et qu'on ne peut pas se permettre de tolérer ça, mais qu'au point de vue médication, on doit avoir une réflexion qui est plus large parce qu'on voit que le cheval doit pouvoir avoir accès à des traitements et à des soins, comme Bradwell le dit. Par contre, le cheval n'est pas un humain, il ne peut pas contrôler ses décisions. Le cheval, on le sait tous, un cheval qui est dans la bonne discipline veut faire ce qu'on lui demande. Ils ont un seuil de douleur qui va varier, là, qui va devenir beaucoup plus élevé s'ils aiment ce qu'ils font. Et il y a un danger physique pour les deux. Donc, oui, il y a accès à la médication, mais il y a d'autres questions qui se posent sous ça qu'il faut se demander et dont il faut être conscient. Alors, dopage, on l'a vu, c'est un peu la même diapo que tout à l'heure, a provoqué une performance dont tu ne serais pas capable sans l'action du produit au niveau de la force, de la vitesse, de l'endurance et ou du comportement. Et comme je l'ai dit, je pense que dans le sport équestre, c'est surtout le dernier point là, qui est un peu problématique. Naturellement, on connaît tous les problèmes de dopage au niveau des sports cyclistes, le stéroïde anabolisant, l'utilisation d'hormones de croissance, le EPO, ce que le cheval n'a pas besoin parce que c'est ce qu'il fait tout seul, finalement, avec sa contraction splénique. Épinéphrine, la même chose, il se stimule. Le cheval est un animal, le système sympathique est branché, il y a un turbo. Donc, les deux derniers sont moins, puis surtout chez les sports, au niveau des sports équestres, où on va avoir une performance contrôlée. Là. La discipline, l'obéissance, la souplesse, ce n'est pas que de la vitesse et de la force. Donc, la question du dopage, je pense, est moins à part via l'aspect du comportement. Au niveau dopage, si vous avez suivi ce qui s'est passé au cours des dernières années, ça a été surtout les deux derniers produits, là, les trois derniers finalement. Il y a 30 ans, les chevaux pouvaient aller en concours hippique et en course avec des petites doses d'ACP, donc d'atravette. Ça, maintenant, c'est sûr que ce n'est plus possible pour les tranquilliser, pour les calmer. Vous connaissez la réserpine qui est un peu la travette qui dure une dizaine de jours, 7 à 10 jours. Naturellement, ça serait un gros point noir, point rouge qui allumerait sur le tableau du laboratoire. Flufénazine, la même chose. Magnésium, GABA sont beaucoup plus problématiques. Ils ont été utilisés particulièrement dans le monde des chasseurs. Puis la difficulté, là, que ce sont deux produits inhérents au corps. Alors, tout le monde a du magnésium, tout le monde a du GABA. Donc, si on en rajoute un petit peu, on va juste dire que l'individu a peut-être plus de magnésium ou plus de GABA dans son état naturel. Mais là, je pense qu'on a dû faire des études avec des grands nombres d'individus pour trouver les niveaux normaux de GABA ou de magnésium qui correspondent aux circonstances d'un cheval en concours hippique, etc., pour pouvoir dire ce cheval-là en a anormalement, leur niveau est anormalement élevé. Et il y a eu la fameuse médroxyprogestérone qui est maintenant, tout le monde a compris, était contrôlée et contrôlée, qui était un peu un médicament qui avait un effet plus calmant à très long, pendant plusieurs mois et qui malheureusement testait positif là, pendant très longtemps. Un des problèmes de la médroxyprogestérone est que le produit n'était pas vétérinaire, n'était pas homologué. C'était des préparations magistrales et il y a eu quelques chevaux qui sont décédés. Et donc, non seulement l'usage était proscrit là, en raison du but qui était cherché, là, mais qui n'était absolument pas thérapeutique, mais qui voulait viser à changer le comportement, mais il y avait des effets néfastes possibles. Donc, on a rajouté une dimension négative à ce produit-là qui fait que maintenant, tant aux États-Unis qu'au Canada, il est naturellement effeuillé. C'est un produit banni. Alors, on a fait allusion aux différents points là, sur les autres diapos. Dopage sport équestre, force et vitesse relativement rare, modification du comportement plus fréquent.
mais la majorité des problèmes sont au niveau de la médication, donc des traitements de produits qui sont utilisés pour traiter une condition. Et là, il faut se poser 3 questions comme agence de réglementation, là, si on dit est-ce qu'on veut tel traitement ou pas, est-ce que le médicament donne un avantage? Alors, est-ce que de donner une dose d'analgésique ou de butazone va faire que le cheval va sauter plus qu'il pourrait sauter normalement? Question 1. 2, est-ce que le produit, l'administration du produit pourrait cacher quelque chose qui pourrait être dangereux pour le cheval d'être en compétition, d'être en usage? Alors, si on donnait un analgésique si puissant que le cheval pourrait sauter, puis c'est là qu'en course, l'usage des anti-inflammatoires comme la butazone est grandement remis en question à cause des risques de fractures à haute vitesse. Et est-ce que le médicament pourrait avoir un effet nocif? Comme on a vu avec la médroxyprogestérone, il y a eu des décès soudains suite à l'administration. Alors, est-ce qu'il y a un risque à donner ce médicament? Est-ce qu'on connaît tout sur le médicament? Est-ce qu'on connaît tous ses effets secondaires qui pourraient survenir et qui fait qu'on puisse dire non, ce médicament est sécuritaire dans son usage? On va se poser toutes ces questions-là. L'autre point, je pense, qui est important, c'est que le médicament doit être accessible pour tous les participants. Et si on dit un médicament est utilisable et juste d'utilisation, c'est qu'il est disponible pour tout le monde. Et ça ne va pas donner un avantage particulier à une personne ou deux qui ont soit beaucoup d'argent ou des ressources particulières. Donc, généralement, ce qu'on veut, c'est un médicament qui est homologué pour usage. On veut un médicament homologué pour usage vétérinaire dans le pays où on réglemente. Alors, on ne veut pas devoir se procurer des médicaments via la frontière. Là, comme je dis, là, on veut que ça soit accessible pour tout le monde. Améliore pas les performances, ne doit pas retarder ou compromettre la guérison et ne doit pas induire d'effets secondaires indésirables. Et je pense que tous ces 4 points-là, dans le fond, s'appliquent aussi bien, s'appliquent pas seulement en concours hippique, là, mais s'appliquent aussi à l'usage quotidien là, avec des chevaux qu'on utilise, qu'on monte, qu'on se sert. On ne veut pas retarder leur guérison, on ne veut pas d'effets secondaires. Et bon, l'amélioration des performances, c'est un peu moins applicable et généralement être raisonnable de prix et d'accessibilité. Donc, encore une fois, puis je pense que cette idée de soins justes, de médication juste, s'applique aussi à la régie, à la nourriture et aux soins vétérinaires, la médecine préventive. En passant, je pense qu'on a fait un grand pas avec l'idée maintenant de la vaccination. Je sais qu'il y a des discussions à savoir comment est-ce qu'on comprend l'usage du certificat, etc. Mais je pense qu'on se doit, encore une fois, en tant que personne responsable, de dire on préserve la santé de nos chevaux, on ne veut pas d'éclosion, on voit ce qui arrive avec le COVID et il faut faire un parallèle. On a eu les éclosions d'herpès et donc ça fait partie là, des soins vétérinaires justes qu'on doit prodiguer à nos chevaux. Alors, quels sont, si maintenant on tombe un peu plus dans les médications qu'on peut considérer là, pour des chevaux de sport et des chevaux au concours, je les ai divisés un peu évidents, OK, et puis pas correct. Alors, si on dit des choses évidentes, on sait très bien qu'il y a des chevaux en concours hippique, particulièrement qui ne sont pas à la maison, qui vont sur des circuits, qui durant l'été, ils sont peut-être un peu déshydratés, ils boivent moins bien, ils n'aiment pas l'eau. Ils sont prédisposés à des ulcères gastriques. Et donc, tous les traitements, je pense que tout le monde connaît l'oméprazole, le GastroGuard, tous ces produits pour la protection contre les ulcères gastriques ou le traitement d'ulcères gastriques. Donc, presque, je ne connais pas une association qui ne permet pas l'usage de médications pour prévenir ou traiter les ulcères d'estomac. Réhydratation. On connaît tous naturellement l'été, il fait chaud, les chevaux transpirent. Encore une fois, peut-être l'eau n'a pas le même goût, etc. Donc, puis d'être hydraté est la première chose à assurer. Donc, l'administration d'électrolytes et de fluides
va être permise pour soutenir les chevaux en compétition. Là. Un peu moins, encore une fois, ça s'applique un peu moins à la maison, mais ça pourrait s'appliquer. Naturellement, tous les produits de médecine préventive, vermifuges et vaccins sont évidemment pouvoir être utilisés. Il y a les restrictions sur les vaccins là, à 7 jours avant les terrains de concours pour éviter des risques de réaction à la vaccination. Donc, je pense que c'est humain et ça, c'est logique. Et la majorité des vitamines minéraux, on va revenir à cette discussion-là un peu plus tard en termes pour les suppléments. Là. Mais l'usage de vitamines et de minéraux, à part des quantités, si on parle de magnésium, par exemple, des quantités anormales ou trop élevées de magnésium, on est dans des vitamines, les vitamines de routine, il n'y a aucun problème. À utiliser avec attention. Et donc, des médications, je pense qu'on peut concevoir qui sont d'usage commun, mais avec une certaine attention. Alors, des INS, nos anti-inflammatoires, Prévicox, Banamine, phénylbutazone, on peut penser, c'est correct de les utiliser, surtout pour une condition chronique. Alors, on sait que c'est une condition qui ne va pas vraiment guérir, qui ne va pas, si on le met le cheval au repos, ça va peut-être être moins douloureux, mais ça ne va pas améliorer, ça ne va pas changer les choses. Et que si on fait de l'exercice, on ne va pas l'aggraver. Alors, je prends l'exemple d'une tendinite ou d'une grosse entorse sur un ligamentaire. Là, il faut faire attention parce qu'on ne veut pas cacher la douleur, parce qu'on sait que si le cheval fait l'exercice, il va se blesser davantage. Donc là, on tombe dans la catégorie où il faut qu'il y ait un peu un diagnostic. Là. Il faut qu'il y ait un peu une connaissance de pourquoi on fait ça. Il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on cherche à améliorer? Donc, INS, condition chronique, antibiotiques, la même chose. Alors, je pense que oui, l'antibiothérapie peut être nécessaire et ne va pas, ce n'est pas du dopage, là, ça ne va pas changer la performance du cheval. Mais ce qu'on ne voudrait pas, c'est s'il y a vraiment une pneumonie et qu'on demande au cheval de participer à des concours hippiques, peut-être que ce n'est pas tout à fait, puis qu'il y a encore besoin d'antibiotiques, ce n'est pas tout à fait normal. Je liste aussi les traitements intra-articulaires. On les veut pas trop fréquents, on les veut avec une période de repos suite au traitement pour permettre l'effet du médicament et la guérison. Donc, je pense que le mot bloqué devrait plus, c'est un mauvais terme, il y a de mauvaises connotations avec ça. C'est comme si on disait on gèle l'articulation puis on cache la douleur. Mais un traitement intra-articulaire, une injection avec des corticos, vise à réduire l'inflammation. Donc, il faut qu'il y ait une période de repos. Il faut que ça soit selon les règles de l'art, pas toutes les semaines, et qu'il y ait un effet de guérison par la suite. Hormonaux, cas spécifiques. Puis hormonaux, là, je parle des traitements, par exemple, l'altrénogeste ou le régumate et la jument. On comprend bien que ça, c'est pour traiter des chaleurs difficiles. Là, les gens vont me dire, oui, mais un étalon, bon, on devrait avoir le droit à l'altrénogeste, mais pour le moment, le règlement est très clair. Le produit est fait pour traiter la chaleur chez la jument. Et l'usage de suppléments, puis là, je l'ai mis dans attention à cause de la deuxième partie là, dont on connaît les ingrédients et dont on est sûr des ingrédients. Et ça, c'est un peu notre histoire de l'Equibloc et puis de la capsaïcine. C'est que c'était pas clair qu'il y avait de la capsaïcine dans l'Equibloc. Alors, on va revenir à ça tout à l'heure sur une section un peu plus orientée sur les suppléments. Qu'est-ce qui n'est pas associable à un sport actif? Alors, que ce soit un concours hippique ou usage du cheval à la maison, c'est sûr, anesthésique locaux. Donc, on ne peut pas se permettre de mettre de l'anesthésique et faire du sport à un cheval. AINS pour une douleur importante, par exemple, pour une entorse, comme j'ai dit tout à l'heure. Traitement intra-articulaire, usage immédiat, donc on ne permet pas une période d'efficacité du médicament, et tous les produits qui modifient le comportement. Et on voit de plus en plus des chevaux qui ont besoin d'aide au niveau du comportement, là, suite à une mauvaise expérience, suite à un traitement, suite à quelque chose de désagréable. Mais
encore une fois, il faut le faire dans un but thérapeutique et des circonstances contrôlées et qui ne sont pas nécessairement celles d'un sport actif. Donc, médications usuelles qu'on utilise, là, qui sont utilisées couramment, puis probablement que vous les connaissez. Là. Donc, INS, butazone, nos 3 grands, là, butazone, banamine, prévicox. Traitement intra-articulaire avec des corticoacides hyaluroniques et on a de plus en plus nos produits régénérateurs du cartilage, le IRAP, le PRP, tous ces traitements plus biologiques. Condos de protection, notre fameuse adéquane, pentosane, acide hyaluronique intramusculaire, les antibiotiques, hormonaux, altrénogènes et l'adjuvant, nébulisation qui est pour les traitements de problèmes de voie respiratoire avec la solution en vapeur. Et là, je parle de nébulisation sans médication. On va revenir à ça. Donc, médication courante, on l'a vu, INS. Maintenant, c'est très clair que l'administration d'un INS, c'est un seul INS. Je fais le parallèle, il y a quelques années, jusqu'à il y a à peu près 4-5 ans aux États-Unis, au UCEF, on pouvait utiliser 2 INS en le déclarant, donc banamine et butazone. Je pense que ça augmente beaucoup les chances d'ulcères digestifs, problèmes rénaux et d'un effet analgésique plus important. On voit maintenant la combinaison en humaine d'Advil et de Tylenol ensemble. Mais bon, alors, je pense que le consensus actuel, c'est un INS, dosage recommandé, 12 heures avant la compétition, en assurant l'hydratation. Et là, après ça, il y a des débats à savoir est-ce que c'est butazone, banamine, prévicox, qu'est-ce qui est le mieux? Je pense que c'est un peu débattable. Je ne veux pas entrer dans cette discussion-là tout de suite. Donc, important, un INS dans à 12 heures, pas moins que 12 heures avant l'épreuve. Cortico-intra-articulaire. J'aimerais, c'est un peu un commentaire à côté ici, là, mais c'est très clair qu'il faut comprendre que les corticostéroïdes intra-articulaires ne sont pas un entretien, ce n'est pas une prévention. Ils ne préviennent pas le développement d'ostéoarthrose et ils ne lubrifient pas les choses. Au contraire, s'il y a un petit dommage de cartilage, le cortico va faire qu'il n'y aura pas d'inflammation, mais il y aura beaucoup moins de guérison. Donc, il pourrait avoir un effet néfaste sur le cartilage, mais comme l'effet principal est l'anti-inflammation qui, elle, détruit le cartilage, on ne détruit pas plus, mais on ne va pas guérir la lésion de cartilage, contrairement aux produits biologiques régénérateurs. Donc, j'entends souvent les gens dire on fait une infiltration préventive. C'est pas ça. C'est pas la bonne façon de penser à ça. Donc, je pense que c'est absolument logique s'il y a un diagnostic et que c'est pour un traitement, mais ça ne peut pas être de façon un peu aléatoire. Il faudrait que ça soit prescrit et logique dans l'utilisation. Antibiotiques, on y a parlé, là, c'est correct s'il y a un problème en voie de guérison. Il faut faire attention si on a un problème vraiment actif. Et de plus en plus, être conscient de l'antibiorésistance. Et ça, je pense qu'en tant que vétérinaire, on doit être très conscient de ça. Malheureusement, nos 2 bons antibiotiques qu'on utilise chez le cheval couramment, la gentamicine et le ceftiofur, ce pas des antibiotiques de première ligne. Ce n'est pas des antibiotiques innocents. Et s'il y a trop de résistance à ces antibiotiques-là, on va avoir des problèmes. Et donc, je pense qu'il faut être conscient de ça. Quand on utilise la gentamicine pour traiter des dermatites, ce n'est pas vraiment l'usage visé par cet antibiotique-là. Donc, je pense que, puis là, il y a tout un groupe de travail sur l'antibiorésistance, donc je pense qu'on en est beaucoup plus conscient qu'on ne l'était. J'aimerais vous attirer votre attention. Chaque année, là, on a des histoires avec ça. Pénicilline intramusculaire. La pénicilline blanche contient de la procaïne, qui est un anesthésique local, qui va être un test positif jusqu'à 14 jours. Et là, le problème, il faut me dire, oui, mais je jure que mon cheval avait un abcès. Bon,
l'a traité pour raison X. Mais moi, je ne peux pas savoir si quelqu'un n'aurait pas injecté de la protéine juste quelques heures avant le concours hippique au niveau pour faire de l'analgésie. Alors, faire attention à ça, les gens n'y pensent pas. C'est un très bon antibiotique, mais il va avoir des tests positifs pendant longtemps. Les effets donc hormonaux, les traitements hormonaux, on doit faire attention aux effets secondaires de modification de comportement. On le permet altrénogène chez la jument seulement, pas chez l'étalon, pas chez le gelding, parce qu'il y a des gens qui le donnaient, parce qu'il y avait une certaine observation d'un effet un peu ramollissant, là, si je peux dire. Et le pergolide qui est utilisé pour les chevaux qui ont les insuffisances ou le mauvais fonctionnement au niveau de l'hypophyse. Malheureusement, il agit au niveau de l'axe avec j'ai un blanc de mémoire, la sérotonine, qui peut être associée à des modifications de comportement. Alors, on pense que le pergolide ne le fait pas vraiment, mais c'est pour ça qu'on le permet Canada Équestre, on va y revenir, mais il n'est pas permis FEI. Donc, FEI ne permet pas l'usage du pergolide. Alors, si on parle de maintenant quelques détails, un peu plus en détail, des programmes de contrôle. Bon, ça, c'est un peu l'introduction de Canada Équestre. Je n'ai pas besoin de lire tout ça. Promouvoir des concours justes, permettre l'équité entre tous les participants, protéger la sécurité et assurer la santé et bien-être du cheval. Bon, ça va bien. Le programme de Canada Équestre est étroitement lié à celui de Paris Mutuel canadien, de l'Agence canadienne de Paris Mutuel, qui, elle, est l'agence qui réglemente tous les hippodromes et les terrains de course au Canada. Donc, on a énormément la chance, c'est pas le bon mot, mais on est chanceux, oui, de pouvoir se greffer à ce programme-là parce que c'est un programme qui est naturellement de gouvernement fédéral, qui s'applique dans tous les hippodromes au Canada et qui traite d'un grand nombre d'échantillons et qui donc diminue le coût des tests beaucoup. Si Canada Équestre devait payer pour toute la science et tout les frais seraient beaucoup, beaucoup plus élevés. Donc, l'Agence canadienne reconnaît ce rôle-là et permet à Canada Équestre d'utiliser leur science, d'utiliser leur savoir-faire pour monter et élaborer le programme. Alors, la structure du comité, le comité canadien, c'est Contrôle antidopage équin de EMCC, de Canada Équestre, dont je suis le président. Il est composé de 9 membres. Il y a des vétérinaires, un commissaire, un pharmacologiste, et on reçoit beaucoup d'interventions de la part d'organisations de concours de sport, mais c'est sûr que c'est des discussions, on ne peut pas se permettre d'avoir de conflit d'intérêts dans ces discussions-là. Donc, comité canadien, il y a 2 personnes à Canada Équestre qui travaillent sur le programme, Shauna Curran-Cooper, qui est la coordinatrice, et sa directrice est Rachel Hubert. Elles sont supervisées par le directeur de Canada Équestre. Et en parallèle, on a notre laboratoire ici de l'Agence canadienne et Caroline Cooper, qui est vétérinaire en charge du programme, qui, eux, vont signer, déterminer et diriger le laboratoire officiel, qui est un laboratoire qui n'est pas fait par CPMA, mais qui est un laboratoire commercial. Il signe un contrat de 5 ans, par exemple, avec l'Agence canadienne pour faire tous les échantillons. Et l'Agence canadienne les teste, leur donne des échantillons à l'aveuglette, leur teste leur processus d'analyse, etc., et leur donne l'approbation comme laboratoire officiel. Il y a d'autres laboratoires au Canada, mais tous les échantillons du programme de l'Agence canadienne sont traités par le programme le laboratoire de Maxent, de Bureau Veritas. Bon. Maintenant, si on regarde la structure de la réglementation. Pour le programme canadien, le règlement nomme les produits permis. Et on va voir qu'il y a une autre façon de faire qui est celle de lister tous les produits
interdit. Mais pour Canada Équestre, c'est beaucoup plus simple pour nous de lister les produits permis, dans le sens que, on va y revenir du côté de la FEI. Concentrons-nous sur le programme canadien. Donc, on permet un anti-inflammatoire non stéroïdien en rouge, homologué pour utilisation chez le cheval au Canada. Donc, encore une fois, on veut que la médication soit accessible à tout le monde, qu'on la connaisse, qu'on connaisse sa sécurité. Et donc, les anti-inflammatoires permis sont listés là. L'exception est le Prévicox, le Firocoxib, qui n'est pas homologué pour usage chez le cheval au Canada, mais on a fait une exception parce qu'il était tellement utilisé de routine par tout le monde et c'est un anti-inflammatoire COX-2, donc il y a potentiellement moins d'effets secondaires que les autres et qui était facile à donner. Et on a fait un projet de recherche pour évaluer les niveaux, pour savoir ce qui était raisonnable, etc. Et maintenant, il est dans nos médications permises. Mais il ne l'est pas, par définition, il ne le serait pas, mais on fait une exception à ce propos-là. Aux États-Unis, il est homologué pour usage vétérinaire et il est donc permis. La compagnie, simplement, les frais engendrés là, pour obtenir l'augmentation, l'homologation sont trop restreints. Médication contre les ulcères d'estomac, cimétidine, ranitidine, oméprazole, alprogéneste chez la jument, les antimicrobiens, donc notamment les antibiotiques, attention encore une fois à la pénicilline, les vermifuges et les vaccins. On liste dans le règlement les niveaux qui correspondent à une dose usuelle donnée 12 heures avant et donc on pourrait tester le niveau sanguin. Donc, si on prend un échantillon de sang, on pourrait tester, on a la science de tester s'il y a une quantité excessive qui reflèterait qu'il y a une trop grosse dose ou qu'elle a été donnée moins que 12 heures avant. Donc, on doit respecter cette directive-là de 12 heures avant. Peut-être une modification dans les dernières années et que, puis ça a beaucoup à voir avec la perception des choses, c'est que si un médicament qui est injecté, il ne doit pas être donné la même journée que le cheval est en compétition. Alors, ça se comprend. On voit le journaliste qui dit cheval est injecté là, 2 heures avant qu'il aille sauter. Alors, on ne veut pas ça. On va le traiter le soir avant avec son anti-inflammatoire à dose usuelle et pas la même journée. Exception faite des antibiotiques, encore une fois, parce que là, ça pourrait dire on intervient, on coupe le traitement et des fluides intraveineux si nécessaire. Si l'épreuve est le soir, après 18 heures, le traitement peut être donné jusqu'à 10 heures le matin. Essentiellement, c'est la même chose ça que le règlement FEI. Exception aussi en endurance, il ne peut pas y avoir l'administration d'AINS, donc de butazolone-banamine. On comprend pourquoi. Le cheval étant jugé, là, sa performance est jugée sur l'absence de douleur ou de boiterie. Et donc, on ne peut pas se le permettre. Mais surtout, on sait très bien que ces chevaux-là, en raison de l'effort physique qu'ils font, ils sont prédisposés à des ulcères, à des défaillances rénales et leur bien-être serait compromis là, par l'usage d'anti-inflammatoires, si les gens pouvaient le donner. Puis ça serait contre l'esprit tout à fait de la compétition. Bon, ça, c'est un autre article, en fait. Là. Donc là, on a listé ce qui était permis. Après ça, on tombe dans ce qui est interdit. Toute substance qui n'est pas approuvée par Santé Canada pour être interdite, ce qui est logique. Et toute substance, l'annexe G et H, là, c'est la cocaïne, morphine, donc tout ce qui est le côté criminel. Là. Donc, les substances interdites. Là, on décrit les grandes catégories de choses qui sont interdites, mais on ne nomme pas les médicaments. Et donc, calmant, anesthésique, métabolique qui pourrait affecter les performances et toute substance qui pourrait affecter les performances. Puis avant ça, il y avait ce qui pourrait cacher la détection d'une substance. Je tombe maintenant dans le problème et toute la problématique puis qui est pas facile à résoudre des suppléments et des toniques, des
Puis ça, c'est la réglementation là, qui est écrite. Donc, on met en garde contre l'utilisation de préparations médicinales, toniques, pâtes, aliments, suppléments, produits de toutes sortes, dont les ingrédients et l'analyse quantitative ne sont pas précisément connus, car ils pourraient contenir une substance interdite. Et ça, c'est le problème des suppléments. J'aimerais expliquer davantage. C'est que les suppléments dans l'approbation de Santé Canada ne sont pas considérés comme des médicaments. Ils n'ont pas de numéro DIN. Donc, ils ne sont pas soumis au même contrôle que les médicaments quant aux ingrédients, la concentration des ingrédients, la stabilité du produit. Alors, si vous achetez du Tylenol, vous savez que puis ça s'appelle Tylenol, vous savez qu'il contient de l'acétaminophène à quelle concentration, que peu importe la bouteille, ça va être la même chose. Les suppléments ne sont pas soumis à au même type de contrôle. Donc, il n'y a pas de garantie autre que celle du manufacturier que chaque contenant du produit contient les mêmes ingrédients et la même concentration. Donc, et il y a eu classiquement des tests positifs sur des suppléments qui contenaient une substance interdite. Il y a eu un cavalier nouveau-zélandais qui a perdu Burley parce que son cheval avait testé Reserpine suite à un supplément qui était supposé être calmant. Donc, et ça, nous, on ne peut pas, comme agence réglementaire, on ne peut pas savoir. Bon, je ne sais pas, dans les suppléments, il y a des ingrédients qui sont listés, mais je ne sais absolument pas si c'est exactement ce qu'il y a dans le produit. Santé Canada a une désignation ou une étiquette, si vous voulez, pour des suppléments avec un numéro NPN ou un numéro de remède homéopathique ou de produits naturels. Et si on lit la phraseologie, là, ça veut dire qu'il est sûr et efficace lorsqu'utilisé conformément au mode d'emploi sur l'étiquette. Donc, c'est un peu un stade intermédiaire où certains suppléments peuvent avoir ce n'est pas un numéro DIN, mais un genre de certificat d'ingrédients qui pourrait un peu nous rassurer quant à l'utilisation et la rigueur du produit. Est-ce que c'est tout? Je ne sais pas si beaucoup de produits pour chevaux là, sont dans ce registre-là. Mais en tout cas, ça existe pour les suppléments humains et portez-y attention, c'est un numéro qui serait sur le supplément. Alors ça, on a parlé des suppléments, on a parlé des médicaments permis. On comprend, je vais ouvrir la porte sur les traitements d'urgence. On comprend qu'un cheval peut avoir besoin de soins d'urgence durant une compétition et avec des substances qui seraient interdites pour une condition urgente. Alors, l'exemple classique est de l'urticaire. Un cheval développe de l'urticaire. On sait que la dexaméthasone contrôle ça très, très bien. Ça le démange, ça le pique, il se mord, il faut faire quelque chose. Et on va le permettre. Simplement, il y a des conditions pour l'usage. Premièrement, c'est que la poursuite de la compétition ne doit pas nuire au bien-être du cheval ou aggraver la condition. L'administration du médicament doit être pour raison thérapeutique, pas pour la tonte ou le ferrage ou le transport. Donc, ce n'est pas de donner de la travette parce que le cheval est un mauvais transporte-mal. L'administration doit être faite par un vétérinaire. C'est logique. On a une condition, il doit y avoir un diagnostic et un traitement. Il y a un formulaire, puis là, j'ai un lien dans ma présentation, mais je ne veux pas l'ouvrir parce que ça va tout défaire mon partage d'écran, mais il est disponible sur le site de Canada EQUESTE pour tous les vétérinaires. Vous pouvez l'accéder, les vétérinaires peuvent l'accéder et il est aussi en ligne. Donc, vous pouvez faire une déclaration en ligne. Alors, on va déclarer le produit, on va déclarer le traitement pour telle raison, à tel moment. Et l'autre condition, c'est que le cheval soit retiré de compétition pour 24 heures. Et ça, on comprend toujours, comme on ne peut pas avoir d'examen vétérinaire pour dire que le cheval peut retourner en compétition. Alors, ce qu'on dit, c'est, bon, on le retire d'office de 24 heures pour lui donner une chance d'avoir son traitement et d'en bénéficier. Compétition d'un jour, naturellement, ne sont pas admissibles. Description du cheval, nom de la personne responsable, médicaments, raison, date, diagnostic vétérinaire. Donc, tout ça, tous les commissaires sont au courant de ça et encore une fois, le formulaire est disponible en ligne.
Le fonctionnement de ça, c'est que le commissaire va donner le formulaire à Canada Équestre, il va être enregistré. Et si jamais le cheval était échantillonné, alors disons qu'on le traitait avec la dexaméthasone le mercredi, il saute jeudi, il va en show vendredi, il est échantillonné, on va trouver la dexaméthasone, mais là, on va avoir le formulaire et on va dire, bon, il y avait de l'urticaire, il a été traité par un vétérinaire, la raison était valide, on ne donnera pas d'infraction, ce n'est pas une infraction. Donc, on revise chaque année, le comité, là, toutes les déclarations qui ont été faites pour s'assurer qu'elles sont faites selon les règles de l'art et le besoin des choses. Et d'habitude, ça va assez bien. C'est intéressant de penser au contrôle de médication en termes d'étapes. Alors, il y a une étape, puis je l'explique parce que c'est important pour que tout le monde, ça, ce n'est pas de l'histoire de médication, mais c'est de comprendre les choses. L'échantillonnage, qui est donc les techniciennes ou les techniciens là, qui sont au concours pour prendre l'urine ou le sang, il doit être aléatoire et confidentiel. Donc, personne ne doit savoir est-ce qu'il va y avoir des tests à tel concours. Donc, on ne peut pas le divulguer. La sélection des gens se fait, des chevaux, se fait au hasard par d'habitude, la personne arrive pour tester, puis il va ramasser le premier cheval, puis après ça, elle en fait un, puis un autre, on enchaîne avec le temps. Donc, sélection, maintenant, la sélection des compétitions qui vont être testées, je l'explique, est faite par un petit groupe au début de l'année. Ce sont des gens qui ne sont pas des organisateurs de concours, ce pas des vétérinaires, c'est un groupe principalement de commissaires qui se réunissent au début de l'année et qui vont déterminer dans telle région du Canada, donc Atlantique, Québec, Ontario, les Prairies, Colombie-Britannique, quelles compétitions seront testées. Ils ont tout à fait accès aux compétitions de l'année passée. On revise qu'est-ce qui n'a pas tout le temps testé les mêmes choses et on a nos statistiques. Et donc, ça fait partie du processus. Collection, naturellement, aussi, là, dans tout ça, il y a de ramasser l'échantillon. Après ça, c'est de les sceller, de les préparer et de les envoyer au laboratoire, qui n'est pas tout le temps de la traçabilité et un processus. L'analyse se fait toujours, on l'a vu, par le laboratoire officiel. Il s'appelle plus Maxam, c'est Bureau Veritas, mais selon les directives de CPMA et de Canada Équestre. Et finalement, si tout est négatif, ça s'arrête là. Si jamais il y avait un test positif, il y a une procédure d'arbitrage et d'administration de pénalité qui est faite selon le processus. On va y revenir. Et il y a deux possibilités. Sanction administrative, c'est de dire oui, mea culpa, j'ai fait une erreur, on a eu un problème, je ne le referai plus, ou non, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez trouvé, je veux me défendre et je veux expliquer ma cause, et il peut y avoir des audiences. Naturellement, la sanction administrative va avoir des pénalités, des amendes moins grandes que ce qui est possible peut-être avec l'audience. En gros, là, pour vous, qui sont pas des clients, mais les participants au concours hippique, la directive qu'on s'est fixée, c'est que 70 des compétitions or seront testées, 40 des compétitions argent et 30 des bronzes. Quand vous participez à une compétition régionale ou bronze, il y a moins de frais de contrôle de médication, mais il y a moins de tests. On comprend, c'est des plus petites épreuves. Mais on veut commencer que tout le monde comprenne le processus de contrôle antidopage. Chaque compétition doit pouvoir donner des installations convenables pour les examens et procédures de collecte d'échantillons. Donc, les organisateurs de concours ont une responsabilité. Je vais aller peut-être un peu vite ici. Là, ça, c'est des diapos qui avaient été donnés par le laboratoire qui existe depuis 1999, qui est homologué, qui teste tous les échantillons de concours hippique. Ce qui est intéressant, il teste 100 des échantillons des hippodromes. Pour vous donner une idée des chiffres, il y a une dizaine d'années, il y avait 50-60 000 échantillons des hippodromes canadiens. Là. Et maintenant, le chiffre est diminué à peu près à 20 000. Ça reflète un peu l'industrie des courses qui est un peu en plus de difficultés, mais
les concours hippiques, on est stable. Alors, tous les échantillons sont scellés selon il faut utiliser des tubes et des bouteilles qui sont donnés par le laboratoire, qui sont scellés à l'avance. On a tous des formulaires qui sont standardisés, les petits frigos pour transporter les choses. Comme laboratoire homologué, le laboratoire doit pouvoir à tout moment dire où est tel échantillon. Donc, entre le moment où l'échantillon est pris, il est entreposé, il est reçu, il est analysé, on donne les résultats Canada Équestre. En fait, c'est la chaîne de réception, là, mais il faut que tout ce processus est complètement traçable. Alors, des photos du laboratoire. Les deux techniques utilisées, si ça vous intéresse, là, c'est spectrophotomètre de masse. Il y en a 2 ou 3. Et pour certaines substances, il faut utiliser des ELISA, là, qui sont des tests spécifiques pour telle substance. Bon, je pense que c'est des choses qu'on a couvertes. Ici, on peut passer ça. Cette diapo-là est très importante parce que c'est beau, tout ça, on fait l'analyse et on a un test positif. Et là, on va dire qui est responsable. Qui va être la personne qui est responsable de cette infraction? Et il n'y a pas de réponse universelle, simple, qui est facile. Pour Canada Équestre, c'est la personne qui sera désignée par la signature du formulaire d'inscription. Alors, sur le formulaire d'inscription, on va vous demander de désigner la personne responsable et ça va être le nom qui est listé là. Et on aimerait éviter, on a eu toutes sortes de problèmes avec ça parce que des fois, c'est pas lisible. Bon, est-ce que c'est lisible? Mais on va investiguer plus loin si on ne peut pas lire ou on ne peut pas signer, mais en tout cas. Donc, ce n'est pas nécessairement le propriétaire, ce n'est pas nécessairement le cavalier. C'est la personne qui a signé le formulaire. Puis là, vous comprendrez qu'il y a 350 scénarios possibles. Est-ce que c'est un cavalier professionnel? Tu sais, le cheval se fait tester, il est monté par vous l'amenez au concours, vous demandez à quelqu'un de le monter pour vous, c'est un scénario. Ça peut être un junior avec un enfant de 12 ans dont le poney test positif, qui va être responsable? On ne peut pas donner une infraction à un mineur. Alors, on a toutes sortes de scénarios ici, mais la personne qui aura été désignée par le formulaire comme personne responsable va être celle qui est responsable. Donc, si on vous demande ça, soyez sûr que vous êtes prêt à être responsable en signant le formulaire. Alors, si vous êtes la gérante d'une écurie qui a 20 chevaux au concours hippique, que vous signez toutes les formules, vous allez devenir la personne responsable pour les 20 chevaux, même si peut-être ce ne l'est pas. Alors, faites attention à ça. On aimerait avoir une meilleure solution, mais pour l'instant, c'est le mieux qui puisse être fait. Comme, bon, ça c'est un peu de la légalisation, là, comme le laboratoire est officiel, c'est une preuve qu'il y a eu une infraction. Un mot, encore une fois, sur les systèmes de pénalité, on a deux choses. On a une table de pénalité, là, donc on a catégorisé nos médications, puis c'est la même chose que pour les chevaux de course, on a 5 catégories de médicaments. Catégorie 5, c'est les moins pénalisables. Catégorie 1, c'est les gros morphine, cocaïne, stimulants, dopage. Donc, si on a une infraction, on va aller dans notre catégorie, on va dire c'est une catégorie 4. Et on a une autre table qui nous dit catégorie 4 a telle amende, telle suspension. Donc, tout le monde au Canada va maintenant avoir, puis ça, c'est vrai depuis une dizaine d'années. Avant, ça ne l'était pas. Chaque province pouvait administrer les choses. Mais là, maintenant, c'est uniforme. Pour le même médicament, dans 2 régions différentes, il y aura la même pénalité là, et c'est standardisé. Et encore une fois, possibilité d'avoir une pénalité administrative ou une audience. Et tant la classification des substances interdites que la table de pénalité est sur le site web de Canada Équestre. Et bon, ici, c'est la catégorie, là, les tables de pénalité. Mais je ne veux pas aller en détail là-dedans, mais on voit la classe 1, les 5 classes qui sont listées. Un mot ici,
important. Là. Si vous avez suivi les choses dans ce monde-là, un peu, je vois que je dépasse mon temps un petit peu, là, mais le pari mutuel avait ce livret et le Canada était le seul pays au monde qui avait ce livret, qui listait des guides d'élimination pour les médicaments vétérinaires homologués. Et le livret il y avait des changements là, tous les 4-5 ans, et on publiait un autre livre. Maintenant, le livre ne sera plus imprimé. Et les vétérinaires, beaucoup de vétérinaires l'ont. Donc, tout produit vétérinaire homologué pour usage chez le cheval au Canada va être dans puis le Canada est un des seuls pays qui donne des guides d'élimination pour ces produits-là, pour ne pas avoir de tests positifs. Simplement, je stresse, le livret n'est plus à jour pour certains pays, pour certains médicaments. Il est mis à jour en ligne. Et c'est ça qu'on voit maintenant. Puis là, ça, c'est le site où vous pouvez trouver, c'est publié sur le site web du gouvernement canadien. On peut voir le guide d'élimination, la dernière mise à jour, 3 avril 2020. C'est à ça qu'il faut se fier là, pour certains produits. Donc, je ne veux pas entrer dans le détail de ça, c'est de la médecine vétérinaire, mais soyez au courant que vous pouvez y avoir accès, c'est public, mais le livret n'est plus valable. Et ce qui présente le livret, je vais juste présenter 3 choses, c'est un peu de la science, là, mais c'est des courbes d'élimination avec des dosages et des modes d'administration. Ici, c'est la travette, ACP. Si on le donne intramusculaire, intraveineux, oralement, on a un temps de dépistage de X. Et donc, ça nous donne une courbe et ça nous dit que une fois qu'on a dépassé ce temps-là, ben, on n'aura plus de tests positifs. Par contre, si on est dans la courbe ici, oui, ça va l'être, parce que ça veut dire qu'on est positif. Le médicament a encore un effet. Pour certains produits, ça, c'est la même chose partout. On a tous de la caféine dans notre système, des bicarbonates, des salicylates. Et là, il y a des niveaux normaux, comme pour, je vous ai parlé, GABA, magnésium, pour chaque produit qui sont décrits. Donc, ça va. Donc, ce temps de retrait va être ça va être le temps qu'on doit retirer le médicament pour ne pas avoir un test positif. Et donc, on l'a pour les grands médicaments utilisés chez le cheval. À la différence des médicaments qui ne sont pas homologués pour l'usage chez le cheval au Canada, le laboratoire va tomber sur la limite de détection. Et là, on va aller beaucoup plus loin parce que le test va être positif tant que le laboratoire peut le trouver. Et donc, temps de détection beaucoup plus long que pour les autres médications. Il faut faire attention à ça. Puis là, seuls les laboratoires ne vont jamais vous dire leur limite de détection. Personne ne la connaît. J'en ai aucune idée. Alors, des fois, on se pose des questions. Quel est le temps de retrait pour telle médication? Si je n'ai pas le livret, je ne le sais pas. Et on doit deviner. Alors, dans le temps, si on regarde maintenant le Ventipulmin en 2011 est devenu interdit. Le GABA, on a notre seuil. La Tréjonest est seulement chez la jument. Médroxyprogestérone en 2017. Et on a un temps de retrait pour le SPHOS de 30 jours. Ça, maintenant, ça devient important. Il devient de plus en plus utilisé. Temps de retrait, 30 jours, qui est l'équivalent des autres choses. On a parlé des tests qui peuvent durer très longtemps là, sur la pénicilline intramusculaire, stéroïdes anabolisants, au moins. Puis là, je pense que plus personne les utilise là, vraiment, là, mais c'est au moins 60 jours. Attention, le Voltaren, le Pennsaid, le Surpass vont tester positif. Ils ne sont pas permis pour usage chez le cheval au Canada et donc on va tomber dans l'affaire de la limite de détection. Et la même chose pour le Meloxicam et le Metacam, qui n'est pas homologué chez le cheval au Canada. Il est homologué pour les petits animaux et ça va faire un test positif. On ne peut plus administrer 2 INS et on a l'affaire de la règle de 12 heures qui fait qu'on ne peut pas donner de médication en 12 heures avant le concours. Perrine, est-ce que je peux parler 2 mots de la FEI un peu? Là, juste, il n'y a aucun problème. Je continue, je dépasse mon temps, là, mais bon. Il n'y a pas de stress de faire. FEI, c'est important parce que c'est à l'opposé, c'est le système différent de Canada et Caisse. Donc, FEI liste les produits interdits.
Donc, il faut que la FEI maintienne, une liste très à jour, parce que si le produit n'est pas listé, il n'est pas interdit. Et donc, ça demande un suivi beaucoup plus serré et les listes de la FEI sont 12, 15, 14 pages de long. Donc, c'est beaucoup plus long. Mais c'est peut-être un usage plus facile pour les gens. Et la FEI va classer les médications, les substances en 2 catégories. Médications contrôlées et les médications bannies. Alors, liste des médicaments contrôlés sont ceux qui sont utilisés de façon légitime pour le traitement vétérinaire de chevaux, corticoïdes, anesthésiques locaux, bronchodilatateurs, tout ça, nos produits usuels, qui sont à peu près ceux qu'on permet, là, ceux qui sont dans notre catégorie de médication juste, qui ne sont pas de dopage, finalement. C'est des médicaments. Jusqu'à 2 ans de suspension, 15 000 francs suisses d'amende si on a une infraction. Alors que les substances bannies sont des substances qui n'ont pas leur place en médecine vétérinaire, grand potentiel d'abus, suspension minimale de 2 ans, 25 000. Il y a une notion qui flotte dans le monde des courses et que vous connaissez, donc vous avez entendu parler en médecine humaine sportive, qui est les tests hors compétition. Alors, les athlètes olympiques doivent pouvoir dire dans les 60 jours qui précèdent les Jeux où ils sont, qu'est-ce qu'ils font pour qu'ils puissent être testés à n'importe quel moment hors compétition. Et je pense dans les courses, ça s'approche de ça. En sport équestre, on en parle, mais ce n'est pas là. Et je pense que là, j'ai 3 gros points d'interrogation. Est-ce qu'un jour, ça va l'être? Est-ce que ça va contre l'idée que le cheval, pour son bien-être, doit avoir accès à des soins etc. Donc, je mentionne le mot, mais soyez clairs que ce n'est pas actif, là. Ça ne se produit pas actuellement. Ou peut-être que, par exemple, ça pourrait se produire pour les substances bannies. Alors, on pourrait dire on fait des tests en compétition pour des substances qui sont bannies, pas pour des médications contrôlées. Alors, c'est sur peut-être l'horizon. La FEI publie aussi des temps de détection dans une table de détection, la Medicine Box, qui est aussi en ligne sous FEI Detection Time. Et en gros, on liste les AINS sont à 6 jours, dépôt-médrol 14 à 21, isoxuprime plus de 21 jours, il faut faire attention. Donc, il y a aussi des temps de retraite. Il n'y a pas tellement de substances sur celle de la FEI. Là. Il y a peut-être une quinzaine de produits. Bon, ça, on va sauter ça. C'est un peu la même chose que les médications humaines. C'est toujours qu'est-ce qui est permis à FEI, médicaments gastriques, antibiotiques, fluides, altrogénèse, santé articulaire, les substances qui ont des niveaux endogènes, la caféine, etc., les niveaux normaux. Simplement, la différence de FEI, c'est que si quelqu'un donne ça, il faut que ça soit donné par un vétérinaire et le traitement soit déclaré et le traitement dans un box de traitement. Donc, pour terminer, là, on approche de la fin. Si on parle quelques chiffres de tests de Canada Équestre, alors en 2016, 41 des compétitions ont été testées, 32 en 2017. En 2019, on a changé de façon, on a testé là, 166 jours, c'est-à-dire 166, 260 jours de compétition, 530 en 2020. 2020, on ne le sait pas, là, parce que naturellement, il n'y a pas eu de compétition. 2019, il devait y avoir 530 compétitions et on a testé 166 compétitions avec 260 jours de compétition. Il y a eu des échantillons. Nombre d'échantillons, 1200 en 2016, 912 en 2017. Il y a eu moins de concours un peu il y a moins de non, il y en a eu plus en 2017, mais bon, on se tient légal. On a un problème, puis si vous avez testé en concours hippique, vous le savez, c'est que s'il n'y a pas de vétérinaire et que le cheval n'urine pas, la technicienne ne peut pas faire de prélèvement sanguin.
Alors, s'il y a un vétérinaire sur le concours désigné, on peut se servir du vétérinaire, faire la prise de sang. S'il n'y en a pas, on est obligé d'abandonner certains échantillons et on va tous les documenter et on va bien voir si c'est le même cheval qui refuse tout le temps, à un moment donné, on va s'en rendre compte. Mais la structure actuelle fait qu'il n'y a pas des vétérinaires sur tous les terrains de concours et ça serait un de mes grands souhaits, mais malheureusement, c'est physiquement difficile. Test par niveau, en 2017, 37 33, 65. Donc, on a à peu près rencontré nos objectifs. CPME, on l'a vu, là, 20 à 30 000 tests annuels sur les hippodromes. Si on regarde puis nos chiffres Canada Caisse sont bons. Là. Tests positifs, 6 en 2019. En 2016, il y a eu un gros pic sur la médroxyprogestérone. Il y en a eu 9. Dont il y en a eu 19, dont 9 sont de la médroxy. Fait que là, sinon, on serait tombé à 10, 9, 8, 10, on serait dans ces échantillons-là. Et un chiffre intéressant, nos 1 à INS, on se retrouve à environ 16 puis c'est toujours dans ces chiffres-là. C'est un chiffre pas très élevé. On s'attendrait peut-être à ce que ce soit plus élevé parce que ça ne détecte pas les chevaux qui sont en dessous du seuil là, du CPMA. Donc, ce chiffre-là est plus haut que ça. Là. Ce n'est pas qu'on ne les détecte pas, c'est qu'ils ne sont pas déclarés positifs. Donc, mais ce n'est. Il y a eu certains débats en Europe sur l'usage des anti-inflammatoires en compétition, puis la perception est que tous les chevaux en Amérique du Nord reçoivent de la butazone pour aller en concours, et je suis très heureux de pouvoir leur démontrer que ce n'est pas le cas. Alors, encore une fois, des tests positifs, puis c'est en 2012-2013, on a eu plusieurs tests sur la ractopamine, qui est un supplément dans la nourriture des chevaux. En fait, la ractopamine est utilisée comme supplément de croissance pour la volaille et les porcs. Et il y avait de la nourriture de chevaux contaminée par ça lors du transfert dans les meuneries. Et ça a fait des tests positifs. On a développé un programme pour aider les gens à prouver que leur nourriture était contaminée et que ce n'était pas leur faute. Là. Et maintenant, la FEI fait un programme similaire pour ça. Mais on n'aime pas voir que la viande qu'on mange contient peut-être de la ractopamine, mais il y en a, ça flotte, c'est présent. Mais on n'en a pas eu depuis ces années-là parce que je pense que maintenant, les grandes meuneries là, sont tout à fait au courant du problème et le font attention pour l'éviter. Un produit qui revient souvent, là, puis j'aimerais juste attirer votre attention, desméthylphenvenlaxine et la dembrexine, hein, puis la même chose ici, sont des antidépresseurs humains. Et malheureusement, il y a plusieurs cas qui reviennent. C'est un scénario classique de chevaux de gens qui urinent dans les box et qui contaminent leurs chevaux par ça. Donc, le cheval va renifler la litière et se contaminer. Alors, faites attention à ça. Ça va être une des conclusions, j'espère, des leçons de ce que vous retenez, là, de ne pas aller à la salle de bain dans la box de vos chevaux. Alors, en 2017, médroxyprogestérone encore, ACP, ephedrine, codéine, clenbuterol. 2019, 2 INS, DEX, gabapentin, en très jeunesse chez un régumate chez un gelding, ça fait un test positif. Donc, comme message de la fin, là, on utilise des fournisseurs de moulets reconnus là, qui ont évité la contamination à la ractopamine. Attention à la contamination par des médicaments humains. Là. Par exemple, si vous avez, il y a eu des cas FEI où des gens s'étaient mis un produit là, sur les mains pour frotter quelque chose, se faire un massage et a contaminé le cheval en mettant le doigt dans la bouche ou des choses comme ça. Donc, bien se laver les mains, pas uriner dans les box. Faites attention aux suppléments alimentaires, de bien les connaître et de s'assurer des ingrédients. Naturellement, de ne pas mélanger les bacs à mouler. Alors, si vous avez des chevaux effeuillés et des chevaux pas effeuillés sur le même terrain, d'avoir des bacs de couleurs différentes, des choses comme ça, pour éviter de se mélanger. Donc, chaque cheval devrait avoir son bac à nourriture pour pas... et même en différents chevaux là, dans une écurie. Alors, j'ai dépassé mon temps.
je termine ici, je serais heureux. Puis là, on pourra parler encore longtemps, mais je vais être heureux de répondre à certaines questions. Perrine, s'il y en a. Oui, Si on je peux avait. répondre aussi, là, hein, si je vais faire de mon mieux, là, mais je vais arrêter le partage d'écran. Merci beaucoup, docteur Rossier, en tout cas, pour toutes ces informations. On va pouvoir donc passer à la partie questions-réponses. Merci beaucoup pour la présentation.